Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mars et j'avais hâte de vous le filmer parce que j'ai pas mal de livres dont je voulais vous parler. On commence comme d'habitude avec les livres que j'ai pas avec moi, donc ceux que j'ai lus en e-book ou que j'ai écoutés en livre audio. Et on commence par un livre que j'ai eu sur NetGalley qui est The Family Experiment de John Mars. C'est un auteur que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé The One de lui, qui se passe d'ailleurs dans le même univers. The Family Experiment se passe quelques années plus tard. Je crois que c'est aussi dans le même univers que The Passengers. Et le pitch de The Family Experiment, c'est qu'en gros, aujourd'hui, dans leur société futuriste, entre guillemets, on est capable de créer des entités virtuelles, y compris des enfants virtuels, qui sont capables de discuter, qui sont capables d'apprendre, qui ont l'air capables de ressentir des émotions. Et pour faire de l'argent, eh bien, ils ont eu l'idée de créer une télé-réalité où des couples de parents ou des parents seuls vont entrer en compétition pour voir qui sera le meilleur parent. Et le but, c'est d'élever son enfant virtuel de sa naissance jusqu'à l'âge adulte pour ensuite essayer de remporter la victoire. Et le gagnant aura le droit soit de garder son enfant virtuel, soit d'obtenir des fonds pour pouvoir avoir un enfant réel dans le monde classique, entre guillemets. Et comme d'habitude avec les livres de John Mars, c'est des livres qui vont donc pousser les évolutions scientifiques, les découvertes scientifiques le plus loin possible pour voir comment est-ce que ça impacterait la nature humaine et la société, entre guillemets, et nos choix. Et c'est très bien fait dans celui-ci, en plus d'avoir tout ce côté questionnement sur l'intelligence artificielle. On a aussi un côté thriller avec chaque couple, chaque personne qui a un secret à cacher et tout un fil conducteur aussi de thriller qui va se dérouler du début jusqu'à la fin, qui était très intéressant, très prenant. Il y a vraiment un côté page-turner à chaque fois avec les livres de cet auteur où on ne peut pas du tout le lâcher jusqu'à ce qu'on les finisse et ça, j'adore. Ensuite, toujours dans le thriller, j'ai écouté le nouveau Joël Dicker, Un animal sauvage, en livre audio. Il m'a paru plus court que les livres de Joël Dicker habituellement. J'ai trouvé que le livre passait très très vite. C'était pas transcendant, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Et il y a toujours ce côté page-turner avec les thrillers de Joël Dicker. C'est pas là où il y aura les meilleurs plot twists, mais c'est vraiment, vous savez, si vous avez envie de lire quelque chose qui va se lire vite, qui est prenant et vous allez quand même avoir cet effet un peu waouh quand vous le lisez, eh bien, je vous le recommanderais. Pour vous parler de l'histoire, alors je me souviens plus du nom des personnages, ça m'a pas marqué plus que ça, mais on y suit deux couples, en fait, entre guillemets, y compris dans le couple principal, un homme, le mari qui est policier et qui va devenir fasciné en fait par leur voisine qui elle aussi est mariée. Il va commencer à l'observer et il va se rendre compte que peut-être que ce couple-là, qu'à la base il observe, on va dire de manière, on va être honnête, assez sexuelle parce qu'il est attiré par cette femme, eh bien il va découvrir qu'ils ont des secrets à cacher, sauf que lui aussi a des secrets à cacher puisqu'il est flic et qu'il est en train d'observer sa voisine sans consentement. Et bref, de fil en aiguille, on va se rendre compte que un peu tout le monde a des secrets et il y a plein de choses qui vont se dérouler, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et j'ai bien aimé, les personnages étaient intéressants, la psychologie était cool et le thriller était bien, mais voilà, j'ai pas eu cet effet transcendé à la fin de ma lecture. On change complètement de registre et on passe dans des livres qui font réfléchir mais d'une autre manière, puisque j'ai écouté en livre audio Le couple et l'argent de Titu Lecoq, qui a aussi écrit Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu le mois dernier. Et celui-ci va, encore une fois, toujours parler féminisme, va parler de la société patriarcale et va nous confronter à quel point on part en fait en tant que femme avec une balle dans le pied financièrement dans nos sociétés actuelles. On nous montre qu'on est, à quelques exceptions près en tout cas, pas du tout éduqué pour apprendre à gérer l'argent. On nous apprend pas du tout de la même manière que les hommes à gérer un budget. On nous donne pas la même somme d'argent de poche. Enfin bref, c'est toutes ces petites choses-là où, vous savez, quand on n'y fait pas attention, on se rend pas compte à quel point une fois que ça s'accumule, ça nous impacte réellement financièrement et la différence de traitement qu'il y a entre hommes et femmes. Et à quel point, une fois arrivé à la retraite, eh bien, on se rend compte qu'on a été tellement pénalisé sur le plan financier. Et du coup, ce livre-là a pour objectif de nous donner les clés en fait pour repérer tous ces petits éléments-là et essayer de lutter en fait contre ça pour essayer de revenir au maximum sur un pied d'égalité ou au moins avoir plus de sécurité dans la vie. Et voilà, encore une fois, c'est un livre qui est extrêmement instructif, pas du tout rébarbatif, il y a beaucoup d'humour, ça s'écoute très facilement et je pense que c'est le genre de livre qu'il faut lire parce que la plupart des choses sont des choses auxquelles je faisais même pas attention avant d'y être confrontée et une fois qu'on vous le dit, vous êtes là en mode ah oui d'accord, c'est évident que je subis ça au quotidien, mais si on vous pointe pas le doigt dessus, c'est tellement normalisé dans la société qu'on a tendance à même pas s'en rendre compte en fait. Toujours sur ce type de sujet qui fait réfléchir, j'ai lu l'essai Être raciste c'est quoi, publié dans la collection Alt de La Martinière, que j'ai tout bonnement adoré aussi. C'est un essai de 32 pages qui vient nous parler, écrit par Camille Aumont-Carnel, Arnel, je ne sais plus, il faut que je regarde son nom, qui vient nous parler un petit peu du racisme qu'elle a subi, du classisme qu'elle a subi, du sexisme qu'elle a subi, mais plus principalement du racisme. Elle vient nous expliquer ce que c'est que le racisme, ce que c'est que le racisme au quotidien, ce que c'est que le racisme qu'on a tous, j'ai plus le mot, mais vous savez quand
vous l'avez à l'intérieur de vous sans même plus vous en rendre compte, ce que c'est que le racisme quotidien, enfin bref, toutes ces choses-là, encore une fois, sur lesquelles il faut pointer du doigt pour se rendre compte à quel point c'est important de lutter en fait, pour permettre à tout le monde d'être sur un pied d'égalité. Encore une fois, 32 pages, c'est assez court, mais encore une fois, c'est juste assez pour vous permettre de vous faire une idée sur le sujet et de comprendre à quel point c'est important de lutter contre ces choses-là au quotidien. Et vraiment, je vous conseille de lire en fait toute la collection parce que c'est plein de sujets divers et variés, mais encore une fois, en seulement, je crois que c'est entre 23 et 30 pages, ça vous permet d'avoir une véritable pensée très poussée là-dessus. Et enfin, le dernier livre que je n'ai pas avec moi, que j'ai lu en e-book, c'est The Measure, que j'ai vraiment bien aimé. Et le pitch est plutôt intéressant puisque du jour au lendemain, tout le monde reçoit une boîte devant chez eux, sauf les enfants qui, eux, la recevront qu'à partir de leurs 22 ans. Donc tout le monde a reçu cette boîte devant chez lui et à l'intérieur, il y a une corde. Cette corde, elle est plus ou moins courte et plus elle est courte, plus votre vie sera courte. Plus elle est longue, plus vous vivrez longtemps. Et ils vont réussir à mettre un système en place qui vous permettre de vous donner carrément jusqu'au mois près de quand est-ce que vous allez mourir. Et donc, vous savez, voilà, si vous allez mourir dans 6 mois, si vous allez mourir à 80 ans, bref. Et le livre va venir questionner l'impact que ça aurait de savoir quand est-ce qu'on meurt ou pas, savoir si on décide de regarder ou si on veut ne pas savoir quand est-ce qu'on meurt. Il y a aussi les gens qui vont découvrir qu'ils ont une corde longue, qui vont décider de faire plein de trucs complètement inconscients parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas mourir mais qui oublient complètement qu'ils peuvent finir paraplégiques, qu'ils peuvent finir handicapés à vie. Bref, il y a aussi toutes ces choses-là dans les campagnes politiques de est-ce qu'on va parler de la longueur de sa corde parce que est-ce qu'on a envie d'élire un candidat qui a une corde courte puisqu'il pourrait mourir en plein mandat. Il y a cette question de est-ce qu'on autorise les mêmes droits aux personnes qui ont des cordes courtes et des cordes longues, puisqu'ils sont considérés comme plus dangereux ceux avec les cordes courtes parce que généralement c'est eux qui font les attentats, bref les trucs kamikazes. Et donc il y a toutes ces questions-là très intéressantes de savoir de quelle manière ça impacterait en fait notre quotidien de savoir ça, comment ça impacterait notre société et son fonctionnement, comment est-ce que ça créerait aussi probablement un système de classe. Mais l'aspect que j'aurais aimé voir un petit peu plus poussé, on va dire que c'est le côté tout est écrit qu'amènent ces cordes-là, entre guillemets, puisqu'effectivement, si on sait quand on va mourir, est-ce que tout ce qu'on fait avant n'est pas déjà écrit pour nous amener au moment où on décède, et tout ce qu'on pourrait faire en pensant éviter le jour où on va mourir, bien comme c'est inévitable, il y a ce côté, tout est écrit, est-ce que ça vaut la peine de vivre si on sait quand on vit et si on sait quand on meurt. Bref, tout ce côté prédestiné n'a pas été assez exploité pour moi dans le livre, là où je trouve que c'était un des côtés les plus intéressants. Mais à part ça, j'ai beaucoup aimé le côté psychologique, j'ai aimé les questions sociétales que ça amène quand même et je trouvais qu'il y avait beaucoup de points très intéressants qui étaient étudiés d'une très bonne manière. Donc voilà, ça reste un livre que je vous recommande et j'ai mis 4 étoiles, j'ai passé un très bon moment, mais j'aurais aimé que ce côté là dont je vous ai parlé soit un petit peu plus développé. On passe maintenant au livre que j'ai avec moi. En premier, ça je passe très vite comme d'habitude, mais j'ai lu 2 tomes de One Piece ce mois-ci, donc j'avance petit à petit dans l'arc de Skypiea, mais les tomes sont plus épais qu'avant, donc j'avance un petit peu moins vite. Si j'ai lu un peu moins de romans ce mois-ci, c'est tout simplement parce que j'ai lu cette énorme pavasse, L'Empire des damnés de Jay Kristoff, qui fait à peu près 1000 pages, mais je l'ai absolument adoré, il est tout aussi bien que le tome 1, voire je crois que je l'ai encore préféré. On voit pas les pages défiler malgré l'épaisseur du livre, c'est la suite donc de cette saga d'épique fantasy très très sombre, où on y suit le personnage de Gabriel de Leon qui fait partie de l'ordre des Saints d'Argent. Les Saints d'Argent, ce sont des guerriers qui sont mi-humains, mi-vampires. Et à l'heure actuelle, dans le tome 1, en fait, les vampires ont pris le pouvoir et ont fait en sorte qu'il n'y ait quasiment plus de jour, il fait quasiment nuit tout le temps. Et l'objectif de l'ordre des Saints d'Argent, c'est d'essayer de retrouver le Graal pour pouvoir ramener le jour et faire en sorte d'affaiblir les vampires pour pouvoir peut-être essayer de reprendre le pouvoir. Et j'aime absolument tout dans ce livre. J'aime les personnages qui sont assez crus, assez sombres. J'aime le fait que Jay Kristoff n'ait pas peur de maltraiter ses personnages et c'est ce qu'on cherche souvent dans la fantaisie un petit peu plus adulte. J'aime les relations de fan family qu'il y a entre les personnages et ce que j'adore par-dessus tout, c'est les illustrations qu'il y a à l'intérieur des livres. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent, je trouve, et c'est vraiment un vrai plus dans celui-ci pour se représenter les scènes, surtout que le style de dessin est absolument sublime. Et voilà, celui-ci est autant un page-turner que le tome 1. La fin est absolument incroyable, autant vous dire que j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Donc je sais que je vais devoir attendre encore longtemps et je suis pas prête. Dans le cadre de la vidéo des Goodreads Choice Awards, j'ai lu Holly de Stephen King que j'ai beaucoup aimé. C'est donc le 3e tome des livres dans lesquels on voit apparaître Holly Gibney. On l'a vu avant dans Mr. Mercedes et L'Outsider. J'étais trop contente de retrouver son personnage. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai bien aimé les antagonistes que j'ai trouvé assez intéressants. J'ai bien aimé l'ambiance globale et j'ai très envie d'en savoir plus ensuite sur ce qui attend le personnage de Holly. Et puis encore une fois, il y a ce côté très page-turner
Runner de Stephen King malgré l'épaisseur. Et celui-ci, je l'avais écouté en audio, même si je l'ai en papier, j'avais beaucoup aimé le format audio. Un livre qui m'a bien déçue, c'est Voyage of the Damned de Frances White. Pour parler du résumé, ça se passe dans un royaume magique où il y a 12 provinces qui sont associées à 12 animaux différents et chaque province a un héritier qui a une bénédiction qui lui accorde un pouvoir, sauf que ces bénédictions-là, elles sont un petit peu secrètes, on ne sait pas trop quelle est la bénédiction des autres. Et pour célébrer, je crois, l'anniversaire d'une grande victoire, si je me souviens bien, eh bien, les 12 héritiers sont envoyés sur un bateau pour un voyage de 12 jours jusqu'à une montagne sacrée, y compris notre personnage principal qui s'appelle Ganymedes et qui n'a pas de pouvoir. Ça, il tente de le cacher, il ne dit pas qu'il n'a pas eu de bénédiction. Sauf que, eh bien, pendant ce voyage-là, de plus en plus de ses camarades bénis vont commencer à décéder et Ganymedes va devoir se retrouver à enquêter là-dessus, tout en tentant de ne pas mourir et de ne pas dévoiler qu'il n'a pas de malédiction. Si j'ai bien aimé toute la première partie du livre, même je dirais les 3/4 du livre, tout a été ruiné par le plot twist pour moi. Vraiment, j'ai été tellement déçue. Pour vous dire, je suis passée d'un 4 sur 5 à un 2,5 sur 5 à cause du plot twist. J'ai été vraiment dégoûtée de la tournure que ça a pris parce que pour moi, ça a ruiné tout le développement psychologique des personnages et tout ce que j'avais aimé dans le livre a été effacé par ce plot twist. Donc je suis dégoûtée. Je sais que le livre a vraiment une bonne note sur Goodreads, mais moi, pour moi, le plot twist a ruiné toute mon appréciation du livre. Ma deuxième meilleure lecture du mois, c'est The Crimson Moss de Kristen Ciccarelli. Oui, c'est ça, Kristen Ciccarelli, qui est pour moi, déjà on va dire Serpent and Dove, mais en mieux, mais surtout, si vous avez aimé Mr. et Mrs. Smith, c'est Mr. et Mrs. Smith version fantasy, avec une sorte de romance enemies to lovers entre une sorcière et un chasseur de sorcières qui sont forcés d'être dans une sorte de relation un peu fausse où chacun va chercher à servir ses intérêts, mais en même temps il y a cette proximité là et cette attirance qui est entre les deux et waouh, c'était trop bien. Pour vous parler un petit peu du résumé, on y suit le personnage de Rune qui est donc une sorcière mais qui se cache puisque ça fait maintenant quelques années qu'il y a eu une révolution et les sorcières se font depuis massacrer, elles vivent complètement cachées et Rune elle se fait passer pour une dame de la haute société un petit peu frivole qui a pas grand chose dans la tête alors qu'en vrai elle est The Crimson Moss, une sorte de sorcière vengeresse qui essaye de sauver ses congénères de la purge. Sauf que quand une de ses missions de sauvetage va mal tourner, pour essayer de retourner la situation à son avantage, elle va décider de commencer une relation avec Gideon Sharp qui est le plus grand chasseur de sorcières parce qu'elle se dit si j'arrive à l'avoir dans ma poche, je pourrais comprendre ce qu'ils font avec les sorcières et en sauver un maximum. Sauf que Gideon il a aussi ses propres motivations derrière et ça donne une alchimie et de la tension et de la passion et de la haine comme j'en ai jamais vu dans un livre de fantasy. Trop bien. Et on termine avec les BD que j'ai lus. En premier, on a Retour à Neverland, qui est une réécriture de l'histoire de Peter Pan, où on y suit donc nos petits personnages ici qui vivent, on va dire, sur la planète Terre comme nous, qui sont orphelins, qui vivent un peu dans un dépôt, et ils vont tomber sur un garçon qui va leur dire, moi je peux vous offrir une vie meilleure dans ce pays-là, qui est en fait un petit peu le pays imaginaire, et il les emmène pour en faire des enfants perdus, pour l'aider à lutter contre la team du Capitaine Crochet, qui essaye de s'en prendre à Neverland. Et c'était trop bien, je m'attendais pas du tout à autant aimer, mais j'ai absolument adoré. Ensuite, j'ai lu Les Yeux fermés de Héloïse Martin, Baptiste Magontier, Valentine de Lucie, que j'ai vraiment bien aimé. C'est un récit très dur à lire, c'est poignant puisque ça raconte l'histoire d'Héloïse Martin qui s'est fait abuser par un membre de sa famille à plusieurs reprises pendant de nombreuses années. Ça raconte le procès qu'elle a eu contre ce membre de sa famille-là et la manière dont sa famille aussi n'a pas souhaité choisir entre elle et son agresseur. Et donc c'est un livre qui vient parler de tout ça avec beaucoup de justesse. C'est très dur à lire à certains moments, mais il y a un petit truc qui m'a gênée, c'est que très souvent dans le récit, j'étais perdue sur qui était qui, en fait, dans les dessins et dans le texte, je trouve que c'était pas du tout clair quelle personne était qui était quel membre de la famille par rapport au personnage principal, bref, et ça m'a un peu perdue et ça me faisait un peu sortir du récit à certains moments, j'ai trouvé ça dommage, mais globalement ça reste une histoire absolument déchirante et nécessaire de mettre en avant puisque c'est quelque chose qui est beaucoup trop répandu dans le monde et très souvent tue parce que normalisé par des enfants qui subissent ce genre d'abus. Et enfin j'ai lu Le Monde des Cancres de Kounia, Barry et Phillips, publié aux éditions Dupuis. Et si j'ai bien aimé les dessins de celui-ci, vraiment j'ai beaucoup aimé le style, j'avoue ne pas avoir été transcendée par l'histoire, vraiment. Ça raconte l'histoire donc d'un jeune garçon qui est envoyé dans cette école-là, où si vous avez le malheur de faire une bêtise, de pas retenir votre leçon, on vous envoie dans un endroit un petit peu spécial, pas très cool, où on essaye de faire un petit peu de redressement, on va dire.
Et voilà, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Donc je sais pas si je continuerai, honnêtement. J'ai pas trouvé que c'était nul ou quoi que ce soit, juste je pense que l'histoire m'a pas parlé plus que ça. Et voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai galéré à filmer aujourd'hui, je n'arrivais pas à sortir mes mots dans le bon sens, donc j'espère que ça aurait été quand même assez fluide pour vous à regarder. Et puis sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure lecture et votre pire lecture du mois. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.